Mais pour rentrer dans la ronde de la consommation frénétique, il faut de l'argent. Et pour avoir de l'argent, il faut travailler, c'est-à-dire se vendre. Le système dominant a fait du travail sa principale valeur. Les esclaves doivent travailler toujours plus pour payer à crédit leur vie misérable. Ils s'épuisent dans le travail, perdent la plus grande part de leur force vitale et subissent les pires humiliations. Ils passent toute leur vie à une activité fatigante et ennuyeuse pour le profit de quelques-uns. L'invention du chômage moderne est là pour les effrayer et les faire remercier sans cesse le pouvoir de se montrer généreux avec eux. Que pourraient-ils bien faire sans cette torture qu'est le travail? Et ce sont ces activités aliénantes que l'on présente comme une libération. Quelle déchéance et quelle misère! Toujours pressés par le chronomètre ou par le fouet, chaque geste des esclaves est calculé afin d'augmenter la productivité. L'organisation scientifique du travail constitue l'essence même de la dépossession des travailleurs, à la fois du fruit de leur travail, mais aussi du temps qu'ils passent à la production automatique des marchandises ou des services. Le rôle du travailleur se confond avec celui d'une machine dans les usines, avec celui d'un ordinateur dans les bureaux. Le temps perdu ne revient plus. Ainsi, chaque travailleur est assigné à une tâche répétitive, qu'elle soit intellectuelle ou physique. Il est spécialiste dans son domaine de production. Cette spécialisation se retrouve à l'échelle de la planète dans le cadre de la division internationale du travail. On conçoit en Occident, on produit en Asie et l'on meurt en Afrique. Le pillage des ressources de la planète, l'abondante production d'énergie ou de marchandises, les rejets et autres déchets de la consommation ostentatoire hypothèquent gravement les chances de survie de notre Terre et des espèces qui la peuplent. Mais pour laisser libre cours au capitalisme sauvage, la croissance ne doit jamais s'arrêter. Il faut produire, produire et reproduire encore. Et ce sont les mêmes pollueurs qui se présentent aujourd'hui comme les sauveurs potentiels de la planète. Ces imbéciles du show business subventionnés par les firmes multinationales essaient de nous convaincre qu'un simple changement de nos habitudes de vie suffirait à sauver la planète du désastre. Et pendant qu'ils nous culpabilisent, ils continuent à polluer sans cesse notre environnement et notre esprit. Ces pauvres thèses pseudo-écologiques sont reprises en chœur par tous les politiciens véreux à court de slogans publicitaires. Mais ils se gardent bien de proposer un changement radical dans le système de production. Il s'agit comme toujours de changer quelques détails pour que tout puisse rester comme avant. Bonjour à tous. Là, vous venez de voir un petit extrait d'un documentaire intitulé « De la servitude moderne ». Bon, je vous ai mis un petit extrait, hein. Ceux qui veulent voir le documentaire dans son intégralité, je vous mettrai le lien dans les commentaires, hein, en dessous de la vidéo. Les liens apparaissent en bleu en général. Vous n'aurez qu'à cliquer dessus et vous tomberez sur la vidéo. Bon, après la fin du communisme et la chute de tous ces gouvernements de l'Europe de l'Est, hein, nos médias Garchi, qui avaient couvert le déclenchement de toutes ces révolutions à l'Est, applaudiront la fin d'un système idéologique qui, selon eux, avait causé le malheur de tous ces pays de l'Est. Et à partir de cet instant, nos médias commenceront par faire l'éloge du seul système économique capitaliste, qui, d'après eux, permettra au peuple de prospérer tout en s'enrichissant. Mais tous ces peuples de l'Est finiront par comprendre avec le temps qu'ils venaient de se débarrasser d'un système économique communiste qui imposait sa dictature, pour finalement adopter un autre modèle économique dit capitaliste,
tout aussi dictatoriale. Hein. Dans le système démocratique, cette dictature n'apparaîtra pas au grand jour, hein, puisqu'elle elle est camouflée derrière le travail des milieux affairistes. Cette dictature se manifeste en fait par l'intermédiaire du pouvoir de l'argent. Prenons l'exemple de la démocratie américaine. Aux États-Unis, on dit que le capitalisme et la démocratie seraient très très liés, d'où le terme de démocratie capitaliste. Mais en analysant son histoire dans le détail, on remarque que dès sa naissance, hein, dès la naissance de la République américaine, hein, bah, les riches et l'élite avaient au préalable imposé la condition d'être propriétaire pour avoir le droit de vote ou d'être élu. Bah, ils s'opposaient à l'élection directe des candidats, hein, et pendant des décennies, ils ont résisté à l'extension de ces droits aux groupes moins favorisés, tels que les travailleurs sans propriété, hein, les immigrés, les minorités raciales et les femmes. Bah, c'est pour cette même raison que le président des États-Unis est élu par un suffrage indirect, c'est-à-dire qu'il n'est pas élu directement par le peuple, hein. Alors qu'en France, on choisit directement le président, l'élection aux États-Unis s'effectue au suffrage universel indirect. Les Américains désignent en fait un groupe de grands électeurs, hein, réunis au sein d'un collège électoral. Hein, et ce collège compte 538 membres qu'on appelle les grands électeurs qui, eux, éliront chacun dans sa capitale, du moins dans la capitale de son État, directement le président et le vice-président seulement. Là, comme vous voyez, c'est une minorité qui va élire le président. Ce n'est même pas le peuple américain. Le peuple américain va voter, va élire ses électeurs, hein, qui sont au nombre de quelques-uns dans chaque État. Hein. Et ces grands électeurs, eux, vont décider du choix du président. C'est une démocratie qui est très très mal représentée. Hein. Mais bon, vous êtes aux États-Unis, hein, parce qu'on va voir que la démocratie est pratiquement inexistante là-bas aussi. Hein. Les États-Unis qui prétendent vivre en démocratie sont en fait gouvernés par une plutocratie, hein, qui se compose d'une minorité régnante qui détient entre les mains des masses d'argent considérables. Et cette oligarchie américaine se permet de financer les campagnes électorales de tel ou tel président, afin d'en obtenir des garanties législatives, bien entendu. Hein. En langage plus clair, on paie la campagne électorale d'un président pour orienter son programme politique vers plus de libéralisme économique. Hein. Libéralisme économique qui, bien entendu, servira les intérêts des multinationales américaines qui ont financé sa campagne électorale. Oui, c'est le pouvoir de l'argent aux États-Unis, donc ça, on ne va pas l'inventer. Hein, le pays vit comme ça. C'est un système capitaliste. Bah, la démocratie, finalement, est devenue une sorte de leurre, hein, qui permet à une minorité de s'accaparer de grandes richesses. Hein. Bah oui. Il y a environ 80 ans, le juge de la Cour suprême, Louis Brandeis, faisait le commentaire suivant. Il disait, dans ce pays, nous pouvons avoir soit la démocratie, soit une grande concentration de richesses entre les mains d'une minorité, mais pas les deux. Les intérêts d'argent ont toujours été des adversaires et non les partisans de la démocratie. Hein. Et il y a environ 100 ans, le dirigeant syndical, le jeune Victor Debs, qui avait été jeté en prison, hein, pendant une grève. Et depuis sa cellule, il n'a pas pu s'empêcher d'arriver à la conclusion que dans les conflits entre les deux secteurs privés, le capital et le travail, hein, l'État n'était pas vraiment un arbitre neutre. La force de l'État, avec sa police, ses milices, ses tribunaux et ses lois, était sans équivoque du côté des patrons. Et à partir de là, Debs en avait conclu que le capitalisme n'était pas seulement un système économique, mais tout un ordre social qui faussait le jeu de la démocratie pour favoriser les riches. Hein. Bah, la démocratie étant en fait un modèle de gouvernance fabriqué sur mesure pour permettre la naissance de véritables oligarchies qui gouverneront sans véritable partage. Hein. Toutes ces oligarchies européennes, par exemple, qui intègrent en leur sein les banquiers et les grands groupes industriels, sont devenues en quelque sorte l'équivalent des grands électeurs américains qui votent pour l'élection du président. Hein. Dans le monde de l'ultralibéralisme économique, des multinationales, le nombre des milliardaires augmenterait à une vitesse incroyable, alors que le nombre de personnes dans la misère augmenterait encore plus rapidement que la population mondiale. Hein. Bah, la misère se répand lorsque la richesse s'accumule entre les mains d'une minorité. Et oui, on revient toujours au même problème. Hein. Nos gouvernements et nos médias qui passent leur temps à vanter les vertus de la démocratie
s'arrange pour ne pas trop parler de ces oligarchies qui ont pris le contrôle économique et politique de nos nations. Parce que la démocratie n'existe pratiquement plus en réalité. D'ailleurs, on l'a bien vu aux dernières élections en France, hein, où vous avez M. Emmanuel Macron qui a fondé un parti en quelques mois et est devenu président de la République. Et pourquoi? Parce que l'oligarchie a mis le paquet, médiatiquement parlant, pour lui faire une publicité infernale. Parce que plus on faisait du tapage sur le candidat Macron, et plus ça rentrait dans l'esprit des gens qui regardaient la télé. Sauf pour ceux qui ont une idéologie bien précise, hein. Je parle des gens de l'extrême droite, des gens de l'extrême gauche, voire des gens de droite. Beaucoup de ces gens qui ont un point de vue bien précis ne tombent pas vraiment dans le piège. Mais vous avez une majorité de Français qui ne réfléchissent pas, puisqu'on les abrutit quotidiennement avec des émissions débiles. Eux, ils réfléchissent pas, hein. On voit Macron, donc c'est le meilleur des candidats, hein. Surtout si vous lui mettez en face Marine Le Pen, bah, ça y est, hein, c'est le vote utile. Bah, prenons l'exemple des États-Unis, lorsque nous parlons de cette misère qui se répand lorsque la richesse s'accumule entre les mains d'une minorité, hein. Bah, au cours des 8 dernières années seulement, tandis que de grandes fortunes sont apparues à une vitesse incroyable, 6 millions d'Américains, eux, supplémentaires, seraient, eux, tombés en dessous du seuil de pauvreté. Bah, le revenu moyen par foyer aurait baissé de plus de 2000 $, hein, et l'endettement des ménages aurait plus que doublé, hein. Plus de 7 millions d'Américains auraient entre autres perdu leur assurance santé, et plus de 4 millions auraient perdu leur retraite. Et pendant ce temps, le nombre de SDF aura augmenté, et les saisies de maisons pour défaut de paiement se seraient généralisées, hein. Donc, bienvenue dans la démocratie aux États-Unis. Mais je suis tout de même quand même intrigué que face à tous ces problèmes, cette injustice généralisée, on continue de croire en la démocratie. Il faut que les gens comprennent que la démocratie, c'est juste un système de gouvernance qui, logiquement, permettra aux plus rusés de s'enrichir et de devenir les marionnettistes du système. C'est exactement ce qui se passe pour nos démocraties, hein. Les marionnettistes, ce sont les oligarchies, hein, vous l'avez bien compris, hein. Elles sont devenues tellement puissantes que maintenant elles imposent leurs dictats et poussent les gouvernements à légiférer sur certaines lois. Et pire encore, maintenant, comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, maintenant que le Parlement européen, ce sont carrément les multinationales qui envoient des députés pour légiférer sur certaines lois qui leur permettraient de gagner encore plus d'argent. Donc on ne fait plus rien pour les peuples. Maintenant, tous les intérêts vont entre les mains de cette minorité bancaire et industrielle. Bref, ce sont les oligarchies qui font leurs petites lois dans nos démocraties, hein. Donc déclencher des guerres, aller soi-disant mater les islamistes de Daesh en Syrie ou en Irak, c'est que de la poudre aux yeux en réalité. Parce que ces oligarchies ont besoin de créer des conflits à l'extérieur pour vous détourner des vrais problèmes sociaux. Puisqu'ils vont se servir de ces mêmes conflits, du moins surtout des attaques terroristes qui vont en être la résultante, pour appliquer des lois encore plus draconiennes contre la liberté dans ces démocraties. C'est comme ils voient bien que le système ne tiendra pas longtemps, hein, et que la crise économique est beaucoup plus importante que prévu, et que les peuples risquent de se révolter, ben on va leur mettre le bouc émissaire, un nouveau bouc émissaire en face, hein. Donc le bouc émissaire, ça sera le musulman, l'islam en général et le musulman en particulier. Mais bon, je pense que depuis quelque temps, ils se rendent compte que ce piège fonctionne de moins en moins. Donc, je me pose cette question, que vont-ils faire ces oligarchies? Y compris l'oligarchie américaine qui est la plus puissante, bien entendu, hein. Parce que lorsqu'on parle des États-Unis, on parle des grands électeurs, il faut surtout parler de l'oligarchie américaine, hein, qui est beaucoup plus puissante que les oligarchies européennes. Bah, j'ai bien peur qu'elle prépare un nouveau conflit ou quelque chose qui pourrait détourner l'attention des peuples une nouvelle fois. Parce que comme vous l'avez remarqué, on a presque l'impression qu'ils ont presque envie de voir des terroristes venir déclencher des attentats. Ça sert vraiment tellement bien leurs intérêts que quelquefois on finit par croire que c'est eux qui payent ces terroristes, hein. Bon, j'ironise bien entendu.
Les terroristes qui ont attaqué le Bataclan, ils n'ont pas été payés par le gouvernement français. Hein. Je fais un petit peu d'ironie sur ces terroristes. Hein. Mais bien, vous avez remarqué que nos gouvernements sont euphoriques lorsqu'un attentat se produit. Hein. Alors les médias, je ne vous en parle pas, hein, comme ils sont au service de l'oligarchie, bah, eux, bah, ils vont se lancer pendant une semaine, voire 2 semaines, dans toutes ces discussions. On va inviter une nouvelle fois les mêmes intellectuels, hein, parce que lorsqu'on parle des attentats, c'est toujours les mêmes intellectuels qu'on invite. Hein. C'est un peu la démocratie vue par les oligarchies. Hein. On invite que le clan laïque. Sur les plateaux, on ne voit pas d'islamistes modérés, on ne voit pas d'islamistes, on ne voit pas de gens contre le système. Vous verrez jamais, lors d'un attentat, vous verrez jamais quelqu'un inviter un homme politique, du moins, d'extrême gauche qui va s'empresser de critiquer le système économique du pays. Alors que eux, ils veulent qu'ils viennent parler de l'attaque terroriste islamiste. Oui, parce qu'il faut mettre islamiste, hein, alors que, comme vous le savez, 90% des djihadistes terroristes ont des antécédents délinquants, c'était des voyous. Et les médias du jour au lendemain nous font passer ces voyous par des islamistes formés dans les mosquées qui sont venus avec leur kalachnikov pour tuer les gens. En langage plus clair, les médias nous disent que l'islam leur a demandé de tuer. Oui, bon, soyons réalistes, hein, parce qu'en France, vous avez plusieurs millions de musulmans, vous les voyez. Hein. Ils vont faire leurs prières dans les mosquées, tout ça. Bon, certains vont me parler des banlieues. Oui, mais bon, vous avez beaucoup de délinquants dans les banlieues, ils sont très très éloignés de la religion islamique. Hein. Ne l'oubliez pas. Hein. Ceux que vous dénoncez qui commettent toutes ces attaques et cette violence dans les banlieues, vous ne les voyez pas aller faire leurs prières dans les mosquées, hein, dans ces cités. Hein. Ces gens, vous les voyez plus avec une henken à la main ou en train de fumer leur joint ou aller en boîte de nuit. Hein. Donc il ne faut pas tout mélanger. Nos médias ont tendance à faire des amalgames entre l'islamisme, le terrorisme et ces jeunes perdus des cités. Le problème, c'est que ces jeunes perdus des cités n'ont rien d'islamiste. Lorsqu'ils s'engagent pour Daesh, c'est un peu le délinquant qui s'engage, qui donne ses services à une autre organisation qui est encore moins islamiste qu'elle le prétend. Parce que Daesh, comme je l'ai dit, ça représente l'ancienne armée laïque de Saddam Hussein. Hein. Parce que comme cette armée ne pouvait pas relancer une offensive contre les États-Unis, hein, bah, ils se sont réfugiés derrière la bannière islamiste. Bah oui. Alors qu'en réalité, beaucoup de ces chefs de Daesh n'ont rien d'islamiste. Hein. Si vous avez vu les aberrations que vous avez vues en Syrie ou en Irak, sont le fait de personnes qui n'ont rien de religieux. Hein. Mais ça, c'est un peu la ruse du malin, comme on dit. Hein. Vous savez, le diable, le monsieur avec ses deux cornes. Hein. Parce que pour lui, c'est dans son intérêt de pousser ces gens à commettre des atrocités pour discréditer la religion islamique, puisque en Europe, comme vous le savez, le christianisme est pratiquement inexistant maintenant. L'Europe, depuis la Révolution française, s'est complètement déchristianisée. Hein. Ce que vous voyez le dimanche dans les messes ou à la télé le dimanche matin sur la 2, c'est ce qui reste du christianisme. Hein. Ça n'a plus aucune valeur. C'est un christianisme, comme on dit, modéré, hein, qui vous demande de venir faire la prière et de vous soumettre au Christ. Ça, on le retrouve un peu aussi dans les pays musulmans. Vous savez, ces pays qui sont dirigés par des régimes despotiques ont tendance à se servir de la religion pour vraiment endormir leur peuple qui ne se révolte pas. Par exemple, dans les prêches du vendredi, vous avez beaucoup d'imams officiels qui sont aux ordres de l'État, qui viennent prêcher la bonne parole, hein, au lieu de dénoncer l'injustice sociale qui existe dans le pays. Ces prêcheurs vont venir vous parler de l'islam d'il y a 14 siècles. Ils vont vous parler de l'époque du prophète, hein, mais ils ne vont pas vous parler de l'injustice sociale qui existe aujourd'hui à cause de ces régimes despotiques qui s'accaparent toutes les richesses du pays. Hein. Et comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, lorsque ces peuples veulent se révolter, les gouvernements, ces régimes despotiques arabes ont trouvé la solution, c'est qu'ils leur collent l'étiquette de Daesh ou d'Al-Qaïda. Et ainsi, la révolution sera assez rapidement étouffée, hein, puisqu'ils auront l'aide de l'Europe et des États-Unis. Hein. Oui.
Alors qu'en réalité, ceux qui se sont révoltés, c'est des pauvres du pays qui n'en peuvent plus de vivre dans cette misère, alors que les nantis qui sont à la tête de l'État et du pouvoir se permettent de vivre dans une aisance incroyable. Bon, je vais pas vous parler de ces émirs en Arabie Saoudite, hein, et dans les Émirats Arabes, hein, ou Dubaï. Dubaï, c'est un peu le porte-flambeau du capitalisme, Dubaï. On nous montre plein d'émissions, on nous montre l'essor fulgurant de ce pays qui était un port de pêche à une époque, on nous dit, Dubaï, qui est devenu une mégalopole avec ses gratte-ciel. Par contre, c'est dans ces émissions, on ne vient pas vous parler des conditions de travail de ces milliers et milliers d'ouvriers pakistanais, sri-lankais qui viennent de l'Asie. Là, on est en face d'un capitalisme animalier, hein, puisque les autorités de Dubaï, les patrons, comme on va dire, n'ont aucun respect de l'être humain. Hein. Ils ne le respectent même pas. Il n'a même pas aucun droit. Et ces gens se prétendent musulmans. Vous vous rendez compte? C'est un peu comme la Chine. Hein. La Chine, qui était un pays communiste, c'est devenu un pays capitaliste. Mais comme c'est un pays communiste, ils ont gardé cet esprit dictatorial. Donc aujourd'hui, c'est un pays capitaliste avec un esprit dictatorial. Donc cet esprit va imposer un dictat capitaliste contre son peuple. Oui, c'est de la psychologie, mais c'est exactement ce qui se passe pour la Chine. Ceux qui vont se révolter contre le système seront assez rapidement réprimés, hein, puisque le modèle qui dirige ce pays, c'est toujours les anciens despotes du communisme, hein, qui sont à la tête de la Chine. Hein. Sauf que, économiquement parlant, ce pays a dévié vers le capitalisme, hein, donc ces despotes sont toujours au pouvoir. Et maintenant, ils ont compris qu'ils peuvent s'enrichir encore plus rapidement qu'avant. Donc, beaucoup de ces despotes, comme en Russie, hein, beaucoup de ces anciens communistes qui avaient des postes haut placés sont devenus des chefs d'entreprise. Hein. Oui, en plus, comme ils connaissaient les filiales et les filières, ils avaient la complaisance des pouvoirs. Donc, ils ont prospéré assez rapidement, hein, surtout en Russie. Hein. Bon, il y a eu la naissance d'une mafia aussi en Russie, hein, mais ça, c'est un autre problème. Hein. Bon, là, je pense que vous avez compris que la misère du monde vient de ce système économique capitaliste. Hein. Bon, qui est né, comme vous le savez, pendant la révolution industrielle en Europe, en Angleterre et en France. Hein. Et par la suite, s'est répandu aux États-Unis. Hein. Parce que les États-Unis ont profité assez rapidement du progrès technologique, hein, puisque ils sont arrivés aux États-Unis lorsqu'en Europe on commençait à mettre au point la locomotive. Bon, la locomotive est arrivée un peu plus tard, c'est vrai, je l'avoue. Puisque les États-Unis, les premiers migrants sont arrivés au XVIe, XVIIe siècle sur le continent américain. Continent qui était bien entendu gouverné par les Britanniques, hein, parce que ceux qui ne connaissent pas l'histoire, lorsque les Européens ont commencé à débarquer, ça a formé des colonies. Et ces mêmes Européens qui ont dû commencer à parler anglais, puisque c'était les Anglais qui dirigeaient le continent, bah, ont fini par se révolter, hein, contre la mainmise des Anglais et ont réussi à avoir leur petite indépendance en 1776, avec l'aide de certains navires français. Hein. Et immédiatement, lorsqu'ils ont eu leur indépendance, bah, que s'est-il passé? Bah, déjà, ils ont fait une constitution, hein, qui était très très orientée vers la propriété privée, parce que voilà, le pays n'avait pas encore conquis tout l'ouest des États-Unis. Donc, pour permettre cette conquête de l'Ouest, on offrait aux colons des terres. Hein. On leur disait que si vous arrivez jusqu'à cette région, vous pourrez prendre possession de cette terre. Ça, c'est surtout pour faire avancer les colons vers l'Ouest. Hein. Parce qu'après, par la suite, l'arrivée de la locomotive et des chemins de fer vont accélérer la colonisation de l'Ouest américain. Bon, là, comme je suis en train de déborder de la thématique de la vidéo, je vais m'arrêter et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.